Bonjour tout le monde, allez encore un petit oral ENSPC 2024, je vous en ai déjà fait un il n'y a pas longtemps. Celui-ci aussi j'ai trouvé sur BEOS. Bon, et on s'était dit ouais c'est un peu facile pour une ENS, donc on avait dit peut-être que c'est parce qu'on prend qu'un seul exo sur les deux. Donc là je vais vous faire une planche carrément, c'est-à-dire deux exos. Finalement celui-là aussi il n'est pas si difficile que ça, bon quoi, vous d'en juger. Moi il me semble que ça pourrait tomber largement à centrale, mais ça pourrait tomber aussi même dans des concours de niveau voilà, plus accessible. On y va, on regarde les énoncés, let's go. Donc le premier énoncé, il s'agit, premier exercice, pardon, sur des matrices. Ouais. Résoudre dans M2 de R A carré plus A égale à la matrice 1, 1, 1, avec que des 1. Dans M2 de R, trouvez les matrices qui vérifient ça. Je vous laisse chercher, pas grand chose à savoir. Et puis après, on corrigera, puis on passera au deuxième exercice qui est un exercice d'analyse. Allez, à vous de jouer. Allez, on regarde la correction. Quelques idées comme ça qui peuvent vous venir à l'esprit. Alors, bon, vous avez repéré certainement la matrice 1, 1, 1 avec que des 1, c'est celle qu'on appelle souvent la matrice Attila, parce qu'il n'y a que des 1, la blagounette. Ouais. Vous connaissez, voilà, certainement, souvent on l'appelle J, donc vous savez que J carré égale NJ, puis bon, voilà, bon, on a plusieurs trucs. Ici, on va pas utiliser grand chose là-dessus. Donc vous pouvez peut-être penser à utiliser un polynôme annulateur avec ça, bon, mais ça vaut pas trop la peine. Ça vaut pas trop la peine. En fait, surtout ici, ce qui est intéressant, c'est que l'équation elle est dans M2 de R quand même. Et donc, il faut profiter de M2 de R. Alors, comment profiter de M2 de R? Alors, le truc de barbare, ce serait de se dire, allez, on écrit la matrice A, c'est ABCD. Et puis, tu calcules A au carré. Et puis, blablabla. Bon, là, ça va être un peu bourrin. Moi, j'ai pas du tout envie de me lancer là-dedans. Comment utiliser que vous êtes dans M2 de R? Une façon de faire, c'est d'utiliser le petit théorème de Cayley-Hamilton, c'est-à-dire Cayley-Hamilton en dimension 2, qui est assez simple. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez que, alors, A carré, pardon, moins trace de A fois A, plus det de A fois I2 est égal à 0. Et du coup, vous allez remplacer A carré par une combinaison linéaire de A et de la matrice unité. Ouais, voilà. Alors, pour bien rédiger ça, on va faire de analyse synthèse. Ouais, trouver les solutions de telle équation, qu'on ne vous les donne pas, on fait par analyse synthèse. Alors, analyse. Soit A, une solution. Ouais. Donc, soit A appartenant à M2 de R, une solution. Alors, d'après le théorème de Cayley-Hamilton, petit Cayley-Hamilton, alors vous avez quoi? A carré moins trace de A fois A, plus det de A fois I2 est égal à 0. D'accord? Donc A carré est égal, vous avez exprimé, hein, donc ça fait trace de A fois A, moins det de A fois I2. Bon. Et du coup, donc l'équation là, on peut peut-être lui donner un nom, comment on peut l'appeler? On l'appelle point équivaut à dire que donc ça fait quoi? Ça fait 1 plus trace de A fois A moins det de A fois I2 est égal à la matrice J. Bon, on va appeler J celle-là, d'accord? J c'est la matrice Attila. Et voilà, donc ça équivaut à dire quoi? Que 1 plus trace de A fois A c'est égal à J plus det de A fois I2. Alors, c'est là où c'est des athéniens s'atténir, puisque là, vous avez 1 plus trace de A. Donc, si ça, c'est nul, c'est un peu problématique. On va voir ce qui se passe. Donc, soit vous divisez par ça, ça serait plutôt cool. Mais ici, si trace de A est égal à moins 1, qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, si trace de A égale moins 1, en fait, ça n'arrivera pas, parce que regardez, si trace de A égale à moins 1, ça fait 0. Ouais. On a J est égal à moins det de A fois I2. Mais ça, c'est pas possible, puisque elle n'est pas scalaire, cette matrice J. Donc ça, c'est exclu. Bon. Donc, s'il y a les solutions, donc trace de A est différent de moins 1. Et comme vous pouvez diviser par 1 plus trace de A, du coup, vous avez que A est combinaison linéaire de J et de I2. Ouais. Donc, bilan de l'analyse.
si A est solution, alors il existe je veux dire quoi, on va dire A et B réels, tel que A est égal à AI2 plus BJ. Ouais, bah c'est déjà bien ça. C'est déjà bien comme portrait robot pour l'analyse. Moi ça me suffit, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Alors bah du coup on va faire la synthèse maintenant. Synthèse. On a un certain stock de candidats à tester, hein. Donc réciproquement, soit A et B réels, et puis on pose A est égal à machin, on pose grand A est égal à AI2 plus BJ, et voilà, on va calculer A carré, on va calculer A carré. Alors A carré, alors ces deux-là commutent, ouais. Donc on peut utiliser une entité remarquable. Donc ça fait A carré I2 plus 2AB plus B carré J. Donc là on dit, il faut bien dire car commutation, ok, car I et J commutent. I2 et J commutent. Bah, c'est la matrice I2, elle commute avec tout le monde. Voilà, à l'oral, je pense qu'il ne faut pas zapper ça. Et puis J carré, c'est égal à 2J, c'est bien connu. En général, J carré, la matrice Attila, c'est égal à N fois J. Faites le calcul. Ouais, donc ici, ça fait 2J. Ok. Donc A est solution de machin. A est solution de point. Si et seulement si. Et puis après, on remplace. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, ça? Ça vous fait A carré I2 plus, alors qu'est-ce qu'on a là, 2AB plus 2B carré J, ça c'est A carré plus A, donc plus AI2 plus BJ est égal à J. D'accord? Ouais, j'espère qu'on voit. Et si et seulement si, alors on va remplacer un peu tout là, ça fait quoi? Donc des I2, ouais, il y a ça fait A carré, là vous avez des I2, vous en avez là, et vous en avez là. Ouais. Donc A carré plus A, ça fait A facteur de A plus 1 fois I2. Plus, alors DJ, vous en avez là, donc ça fait quoi? Ça fait 2AB plus 2B carré plus B moins 1, J égale 0. Ok, voilà. Et ben maintenant, en fait, vous avez que la famille I2J est libre. Hein, la famille I2J est libre dans M2 de R, évidemment, puisque sinon J serait scalaire. Donc on peut identifier. Voilà, donc les scalaires là devant sont égaux à 0. Ok. Alors on va voir ce que ça nous donne. Je vous ai réécrit tout ça ici. Donc A est solution si elle seulement si, donc on a ces deux équations. Et donc on va avoir deux cas. Donc ici clairement on a A égale 0 ou 1. Donc premier cas, si A égale 0, donc là vous avez alors vous avez deux équations là, on va les appeler 1 et 2. Hein. Alors 2 équivaut à donc ça fait 2b carré plus b moins 1 est égal à 0. Et puis ça, bon bah la racine de ça c'est pas dur, vous avez moins 1 qui est racine. Ça fait 2 moins 1 moins 1. Et puis le produit de racine valant moins 1,5, l'autre c'est 1,5. Ça fait bien, ça marche. Ouais. Donc b est égal à moins 1 ou 1,5. Donc voilà, donc ça nous fait deux solutions, ça. Hein, donc solution donc A est égal à donc A égale 0, donc ça fait moins J, où A est égal à 1,5 de J. Bon, on vérifiera tout à l'heure quand même, parce que c'est facile à vérifier ça quand même. Ok, et puis après, deuxième cas, si A
est égal à moins 1. Ouais. Alors 2 équivaut à 2 équivaut à quoi? À 2b carré moins, alors ça fait quoi? Ça fait moins 2b plus b, ça fait moins b, moins 1 égale 0. Bon, donc vous avez là aussi les racines sont relativement évidentes. Ouais. Vous avez dans b égale 1 qui marche, et puis le produit racine vaut moins 1, moins 1 demi, pardon, donc vous avez moins 1 demi. Ouais. b égale 1, où b est égal à moins 1 demi, moins 1 demi ça fait 1 quart, plus 1 demi, ouais. C'est bon, ça marche. Ouais. Donc là on obtient solution A est égal à, c'est parti, c'est pas très dur, ça fait, A est égal à moins 1, donc ça fait moins I2 plus J, donc ça fait J moins I2, ouais, donc J moins I2, où A égale moins 1 demi de J, moins I2. Voilà, et puis bon, on vérifie que ça marche. Ouais. Voilà. Et donc finalement il y a 4 solutions. Bon. Ok. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est vrai qu'il y a le temps limité, mais enfin quand même c'est pas non plus un exo hyper dur. Ça pourrait tomber au CCINP, non? Je sais pas. Ouais. Ok. Alors du coup on va aller regarder le deuxième exercice qu'il y avait sur la planche. Alors voyons ce deuxième exercice. On se donne deux suites AN et BN, des suites réelles, telles que pour tout n, BN est strictement positive et la somme des BN est égale à plus l'infini. On suppose que AN sur BN tend vers une limite réelle qu'on appelle S. Et puis on va faire des sommes partielles AN et grand BN avec les AK et les BK. Il faut montrer que AN sur grand BN tend aussi vers S. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors en fait, il s'est pas foulé en fait l'examinateur, il a pris un truc qui est au programme de MP, c'est carrément du cours du programme MP. C'est le cours sur les comparaisons des sommes partielles, quoi. Ouais. Donc qu'est-ce que je vous fais? Alors soit je vous donne une petite référence, ou alors je vais le faire pour ceux qui connaissent pas. Donc en fait, c'est une variante du théorème de César. Alors au final, je vais pas trop le faire dans cette vidéo parce que bon, c'est plutôt des classiques. Soit je le referai sur une autre vidéo un peu style proche du cours, soit vous regardez dans les références que vous pouvez trouver sur internet ou sur votre cours, simplement si vous êtes en MP. Ce que je vous propose de faire là, c'est de regarder un petit peu des variantes de tous ces trucs là, ou voilà, des applications, et vous me direz peut-être en commentaire si vous voulez que je développe un peu plus, mais je vais pas vraiment les prouver ici. Ouais. Voilà, alors le premier cas particulier, c'est le cas où Bn égale 1. Eh ben, si vous avez une suite à n qui tend vers L, alors là j'ai enlevé S, j'ai remplacé par L, alors la suite des moyennes 1 sur n, k égale 1 à n, donc c'est la moyenne des n premiers termes. Si votre suite elle commence à 1, elle tend aussi vers L, donc c'est ce qu'on appelle le théorème de la moyenne de Césaro. Je pense que même si vous êtes en PC, quand même, vous devez connaître ce truc-là, enfin il me semble que ça devrait être connu. Ouais, et donc c'est un cas particulier de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, alors je vous propose aussi des vrais ou faux. Ouais, vrai ou faux, déjà le premier c'est la réciproque du théorème de la moyenne de Césaro. Est-ce que si la suite elle converge en moyenne vers L, alors est-ce qu'elle converge vers L? Bon, vous doutez que non, donc à vous d'essayer de me produire un contre-exemple. Ça aussi c'est assez classique pour des MP, même voire des MPSI. Hein. Mais voilà, les PC ça peut vous intéresser également. Deuxième truc, alors je reprends BN général maintenant. Ouais. Mais cette fois-ci, je suppose uniquement que AN équivaut à BN et que BN est positif. Bon, évidemment, AN est du coup aussi positif à partir d'un certain rang. Est-ce qu'on a forcément que les sommes partielles sont équivalentes? Nous, on a vu que c'était vrai dans le cas où somme des BK, tend vers l'infini. Est-ce que c'est vrai dans l'autre cas? Vrai ou faux? À vous de voir. Voilà.
Alors, donc ça c'est pour les suites, et puis ben, tout ce qui est ce truc Césaro là, vous avez des versions continues de tout ça. Alors j'ai pas pris la version la plus générale, on va dire on va prendre f continu de r plus dans r, et vous supposez que f de x tend vers L, donc comme tout à l'heure on avait an qui tend vers L, ici c'est f de x tend vers L quand x tend vers plus l'infini. L1 réel, alors ça pourrait être L égale à plus ou moins l'infini aussi, hein. D'ailleurs le théorème de la moyenne de Césaro aussi marche avec L égale plus l'infini, ou moins l'infini. Et donc là, au lieu de prendre la suite des sommes, enfin la moyenne des sommes partielles, vous prenez une moyenne avec 1 sur x intégrale de 0 à x de f, et elle tend aussi vers L. Ouais, donc il faut montrer ça. Donc ça, c'est un petit peu avec les mêmes techniques. Il faut découper du epsilon et utiliser la continuité. Tout ça, c'est assez intéressant si vous ne connaissez pas déjà. Et vous avez la version intégrée de ce truc-là qui est encore plus parlante, je trouve, si vous prenez une fonction C1 de R plus dans R, et vous supposez que la dérivée, elle met une limite réelle dans R étoile, on va dire. Pas nulle, parce que sinon il faut changer un peu, mais alors du coup, vous voyez, si G' tend vers alpha, alors G de x se comporte comme alpha x. C'est un peu comme si vous aviez une primitive, quoi. Ouais. Vous intégrez la limite. Donc ça c'est intéressant, sauf que là, ça devient un équivalent. G de x est équivalent à alpha x. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'est sympa quand même comme résultat. Ça peut être sympa de connaître au moins le résultat. Et puis, c'est évidemment de le prouver. Allez, pour en finir avec les théorèmes à la Césaro, je cite la règle de l'hôpital, mais à l'infini celle-là. Ah, bon, vous avez certainement déjà rencontré la règle de l'hôpital pour une limite en réel, ouais. Si vous passez à l'infini, ben faut utiliser des méthodes un peu à la Césaro. Donc vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse ça. Je pense que je le ferai de toute façon quand je serai au chapitre continuité avec mes étudiants. Donc bon, peut-être un peu de patience. Alors quel est le résultat? Alors la règle de l'hôpital, c'est assez sympa parce que ça vous permet de lever des formes indéterminées, donc 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Alors là, on va s'intéresser à une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Donc on se donne des fonctions dérivables f et g définies sur un intervalle illimité à droite. Et vous supposez que donc g tend vers plus l'infini. La condition f tend vers l'infini ne sert pas vraiment ici. Bon, mais disons que en général, on l'utilise quand on a l'infini sur l'infini, parce que sinon, bon, c'est pas très utile. Donc vous allez supposer que g' est non nul pour x assez grand, enfin en tout cas pour x plus grand que 1, on va dire ici. Du coup, vous pouvez considérer le quotient f' sur g'. Et si ce quotient f' sur g' tend vers L, où L appartient à R bar, eh bien le quotient f sur g tend vers L. Autrement dit, pour savoir la limite du quotient f sur g, quand vous avez fait une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, il suffit de regarder la limite du quotient des dérivés. Ouais. Voilà, donc c'est assez connu pour x tend vers un réel, mais pour x tend vers plus l'infini, bah, ça nécessite quand même un peu plus de temps. Il faut aussi passer par le théorème des accroissements finis généralisé, comme pour le cas d'une limite en un point en un réel, mais ici il faut aller chercher des trucs un peu, des techniques justement à la Césaro, un peu comme ce qu'on vient d'énoncer tout à l'heure. Voilà, donc c'est un peu plus élaboré. Voilà, on verra ça plus tard, ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire, la règle de l'hôpital, vous savez que bon, ça date, attends, c'est quoi, c'est 17e siècle, hein. C'est vieux, quoi. C'était, chacun sait que c'est le marquis de l'hôpital, Guillaume de l'Hôpital. C'était une règle en fait qui a été énoncée, enfin élaborée par Jean Bernoulli, ouais, comme c'est assez connu cette histoire. Enfin, l'hôpital, le marquis de l'hôpital ne l'a jamais nié, il paraît. Voilà, donc c'est juste qu'il avait sorti un bouquin avec cette règle, et à l'époque, son coach c'était un peu Jean Bernoulli, donc voilà. Voilà, donc la règle de l'hôpital, bien sympa. Par contre, attention, c'est hors programme. Donc, comme dit la blague, la règle de l'hôpital est utilisée uniquement en cas d'urgence. Urgence, hôpital, tout ça. Bref, passons à autre chose. Très bien. Allez, si ça vous a plu, si mes blagues pourries ne vous ont pas dégoûté, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser des petits commentaires aussi sur le premier exercice en particulier. Dites-moi si ça vous plaît que je fasse des trucs à mode d'hôpital. Et ouais, et donc là, je vous promets des oraux NS ou X un peu plus costauds. D'ailleurs, il y a un oral assez costaud de l'X qui va bientôt arriver. C'est la formule de Golden Thompson. Attention, là, c'est vraiment du lourd. À venir bientôt. Allez, je vous dis ciao, à bientôt.